La paix, la cohabitation pacifique ou encore le vivre ensemble entre les différentes communautés se fragilise de plus en plus de nos jours. Dans le Tchad profond, on enregistre deux cas d'affrontement qui se soldent malheureusement par des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. La résurgence des conflits intercommunautaires, état de lieu, causes et caractéristiques, c'est le débat ce soir. Que se passe-t-il concrètement? Quelles sont les causes réelles de ces conflits? Quelles sont les leçons à tirer? Et comment stopper ce mal qui endeuille malheureusement les familles tchadiennes? Autant de questions que nous allons tenter de répondre ce soir avec nos invités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être de notre autour de cette table. Nous avons effectivement des invités. J'ai à ma droite Madame Ngondingama Lucienne. Elle est la présidente de l'UFEP. L'UFEP, c'est l'Union des femmes pour la paix. Madame la présidente, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Voilà. J'ai également autour de ce plateau, mesdames, messieurs, monsieur Adam Mahamat. Monsieur Adam Mahamat, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pour présenter ce soir avec nous sur ce plateau pour parler de cette question épineuse et qui fait couler tant d'encre et de salive et pour représenter effectivement le sultan du Charib Agrimi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Le décor étant à planter, mesdames, messieurs, nous allons donc commencer notre entretien, sinon notre débat de ce soir. Honneur à l'unique dame qui est avec nous ce soir sur ce plateau, Madame Ngondingam. Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe en ce qui concerne surtout les conflits intercommunautaires de nos jours? Merci pour cette occasion que vous m'accordez pour m'exprimer sur ces cas de violence que nous vivons ces derniers temps. La question que je me pose, pourquoi les victimes, c'est-à-dire les cibles de ces tueries-là, sont les femmes et les enfants? Pourquoi cet acharnement sur les femmes et les enfants, alors que c'est un groupe de vulnérables, de personnes qui ne sont pas intéressés par ces conflits-là. Mais c'est ces enfants, ces femmes qu'on tue. Et pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de vivre en quiétude dans leur milieu? Qui sont les auteurs de ces violences-là? Et on s'en prend aux femmes, on les tue. Et on doit garder silence. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on s'interroge sur cette situation. Et ces conflits-là, je ne sais pas, c'est en train de se généraliser. On tue les femmes, on tue les enfants, on fait couler le sang des innocents. Et ce sang qui coule appelle la malédiction sur le pays. Alors pourquoi s'acharner sur les femmes et les enfants? C'est la question que je me pose. Si on peut trouver des réponses. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je me pose ces questions tout le temps. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Les Tchadiens ont toujours vécu ensemble. Dans ces différentes localités, nous avons les éleveurs, les agriculteurs qui cohabitent. Et dans l'entente, dans la quiétude, parce que c'est des producteurs, c'est les activités qu'ils mènent depuis toujours. Mais pourquoi ces derniers temps, on parle tout le temps de ces conflits entre ces producteurs-là? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Quelles sont les causes? Ces gens qui tuent, les armes, ils sortent d'où? Parce que je me rappelle que tous les temps, le gouvernement dit qu'il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Mais où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là pour tuer les autres concitoyens? On se pose ces questions.
et qu'on n'arrive pas à trouver de réponse. Vraiment, c'est écœurant. Et il faut que... Un certain acharnement qui est en train de se faire entre les agriculteurs et les éleveurs. Je pense que la responsabilité est partagée. Je parle ici en tant que chef coutumier et je pense que la responsabilité est partagée. Je l'ai dit pourquoi? Parce que aujourd'hui, les chefs coutumiers, les autorités administratives, les autorités militaires se sont transformés en agriculteurs et éleveurs. Donc chacun cherche à occuper des espaces où l'on doit cultiver, où l'on doit stationner avec ses bétails. Donc aujourd'hui, si on le constate bien, et le couloir de transhumance tout à fait. est occupé par des agriculteurs et quand les gens y viennent, ils passent avec leur bétail, les bétails font des dégâts et les gens ils commencent à se battre, à s'entretuer. Et aujourd'hui, toutes les autorités, que ce soit coutumiers, militaires ou administratives, les gens, ils se sont transformés. Les uns sont devenus des éleveurs, les autres sont devenus des agriculteurs. Et on ne sait pas qui fait quoi. Et il y a un amalgame et qui est en train de payer le prix. C'est le bas peuple qui est en train de payer le prix. Comme madame vient de le dire, la partie vulnérable de la société, c'est les femmes et les enfants. Et ce sont eux-là que les gens y partent pour les tuer. Et c'est chose qui n'est pas normale. Et ces choses sont faites de manière concertée. Il y a aussi la main du diable, comme on le dit. La main du diable, c'est qui? C'est nous autres, les politiciens, qui sommes derrière en train de pousser les uns et les autres à pouvoir s'entretuer. Une chose qui n'est pas normale. Ces bas peuples, ils n'ont rien du tout fait. C'est des gens qui sont victimes de la turpitude des politiciens. Ce sont les politiciens qui sont en train de pousser les uns et les autres de pouvoir faire. Mais il faudrait que les choses arrêtent. Que les choses arrêtent parce que aujourd'hui le sang est en train de couler, comme madame l'a dit, le sang des enfants et des femmes sont en train de couler dans l'ensemble du territoire et ce n'est pas non plus normal. Ça ne se passe pas seulement au sud, ça se passe aussi au nord. Donc, il faut trouver des solutions appropriées à ces problèmes. Voilà. Monsieur Adam, vous avez dit une chose qui retient mon attention. Vous parlez de l'occupation des couloirs de transhumance. Par le passé, quand les éleveurs arrivent dans une localité, avant de s'installer, c'est de s'approcher du chef de la localité, que ce soit le chef du village, le chef de canton, avant de s'installer. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Vous, en tant qu'autorité traditionnelle, voilà, j'allais dire, comment est-ce que vous gérez cette situation? Est-ce que les gens s'installent sans votre avis? Sinon, comment les choses se passent? Justement, je prends le cas, par exemple, du Chari Bagremi. Il y avait eu, par le passé, une bagarre rangée entre les éleveurs et les agriculteurs. Là où se trouve le terrain de stationnement des bétails, les autochtones sont venus faire des champs dans cette zone-là. Et puis quand les autres étaient arrivés, ils étaient obligés de venir vers là. Et quand ils sont venus, il y a déjà un champ qui est là, et puis les bétails se sont mis à dévaster le champ. Et puis la bagarre a commencé. Il y avait eu 7 morts, de part et d'autre, et après, c'était de régler le problème. Vous voyez? Et partout, ça se passe comme ça. Les gens, c'est à dessein que les gens y font. C'est pour provoquer.
Aujourd'hui, les chefs des terres ont vendu toutes leurs terres. Ils n'ont plus d'espace et ils profitent de l'occasion pour pouvoir occuper les lieux où on laisse pour la transhumance. Les gens, ils les occupent pour pouvoir faire leur champ. Une chose qui n'est pas normale. Et le couloir de transhumance, de tout temps, il y avait eu la garde nationale qui suit les bétails du début jusqu'à la fin, il les accompagne. Et aujourd'hui, les gens, ils font autant. Aujourd'hui, le gouvernement a déboursé assez de moyens pour pouvoir mettre à la disposition de ces gens-là. Ils sont en train de le suivre. Des motos, des véhicules, ils ont mis à la disposition de la garde nationale qui suit les éleveurs. Mais de par tout ce qui a été mis à leur disposition, les gens, ils occupent récemment ce qui s'est passé vers le Mandoul. Il y avait eu un espace qui est réservé exclusivement à l'estationnement des bétails. Le chef de la localité est venu donner à une tierce personne pour pouvoir implanter, c'est-à-dire faire de ces lieux-là un champ. Et c'est ce qui a causé des problèmes entre l'administration et les paysans. Et chose qui n'est pas normale. Chose qui n'est pas normale. Et ça, c'est les chefs coutumiers qui le font. Et les autorités administratives, eux-mêmes, aujourd'hui, ils se sont transformés en agriculteurs. Ils ont des champs un peu partout et ils ne veulent pas que leurs champs soient dévastés par les troupeaux. Et d'autres sont devenus des éleveurs. Donc, on ne sait pas. C'est un engrenage. Et c'est le bas peuple qui est en train de payer. Aujourd'hui, la mort des gens qui s'est passée dans le sud, c'est vraiment une chose catastrophique. Et c'est pas normal que les gens se mettent à tuer des êtres comme ça. D'aucuns disent que non, c'est la population. La population, entre elles, ils ont vécu pendant la nuit des temps. Ils n'ont pas de problème entre eux. Mais si on cherche de part et d'autre, il y a des mains derrière, des mains invisibles derrière. À l'époque, en Djamena ici, à Fort-Lamy, on a vécu, nous autres là, quand il arrive des moments de fin d'année, on accompagnait nos amis chrétiens à l'église. On partait à l'église, on restait dans la cour, et ils sont dans l'église et nous sommes en dehors. On a toujours vécu comme ça. Et pendant les fêtes de Ramadan et de Tabaski, eux aussi, ils viennent vers nous, on enlève des viandes, on mange ensemble, on est tous ensemble. Et à l'époque, on partait à Kabalaï, à la mission Kabalaï, on chantait Nana Bourdier. Vous connaissez Nana Bourdier? Vous connaissez, madame? Oui, je suis une Gambaye, comment je ne peux pas chanter Nana Bourdier? Nana Bourdier, oh, Porondami, on chantait ça. On nous donnait des cacahuètes. Donc, il y avait eu un brassage, il n'y a pas de problème. On a vécu toujours ensemble. Hein? Toutes les communautés, certaines personnes, on a vécu avec eux, on ne connaissait même pas leur origine, on ne connaissait même pas leur, comment dirais-je, leur ethnie. On a vécu comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un communautarisme qui est né. Chacun cherche à se recroqueviller dans sa petite zone, dans son petit ethnie, dans sa petite race. Donc, c'est des choses comme ça. Mais pourquoi ce comportement? Tout à fait. Pourquoi ce comportement? J'allais vous poser la même question. Si vous connaissez également Nana Bourdier comme M. Adam, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cela n'est pas le cas aujourd'hui? Oui, mais c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ce changement de mentalité? Qu'est-ce qu'on donne comme éducation à nos enfants? Nous, les Tchadiens, de tradition, le Tchadien, c'est un homme de paix. Quand tu trouves un Tchadien, tu ne le salues pas, mais il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon frère ne me salue pas? Même si c'est une personne que tu ne connais pas, la simple des choses, c'est la salutation. Tu salues, il y a déjà la paix. Mais aujourd'hui, c'est un événement nouveau. Quelqu'un passe, il te voit, il ne te salue pas. Et moi, quelquefois,
ça m'énerve. Quelquefois, je reproche même les jeunes. Quelquefois, je les interpelle même. Je dis, mais ce n'est pas l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Pourquoi tu passes devant quelqu'un, une simple salutation, tu ne peux pas le faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de copier bêtement chez les autres. C'est les cultures étrangères là qui supplantent maintenant nos cultures. Quand vous parlez de la main derrière ce problème, moi je ne suis pas d'accord. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont vécu pendant longtemps, qui se partagent le même terroir. Mais pourquoi ils se laissent influencer? Ils se laissent influencer par les hommes politiques. Non. Il faut peut-être creuser pour voir la cause profonde même de ces conflits-là. Il faut creuser. Est-ce qu'on accuse les hommes politiques? Mais ce qui se passe, les gens sont là-bas. Ils cohabitent pendant des années. Est-ce que c'est des nouvelles éleveurs qui arrivent là, qui ont ce comportement et qui peut-être provoquent les autres pour qu'on se retrouve avec cette situation? Parce que je me rappelle que moi, étant encore petite là, ma maman à moi avait une amie, d'une femme éleveur. De temps en temps, elle se rendait visite. En cas de malheur, comme pour les événements heureux, elles s'invitent, elles vont partager ensemble les joies, les peines. Mais pourquoi aujourd'hui le comportement des gens change radicalement? Pourquoi? Pourquoi on rejette les autres? C'est un rejet de l'autre. Pourquoi cela? Il faut revoir le comportement. Il faut revoir également l'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est-à-dire quelle éducation on donne. Lorsqu'on tient un langage haineux avec les enfants à la maison, l'enfant va traduire ce qu'il a écouté à la maison dehors. Nos jeunes d'aujourd'hui avec leur comportement, ils deviennent subitement violents. Pour un rien, ils se battent, ils sortent le couteau, ils sortent une arme. Pourquoi cela? Moi, je raisonne en tant que mère. Oui. Parce que je ne peux pas accepter qu'un enfant se lève et il va agresser l'autre. Il n'y a plus ce langage de frères, de sœurs, bonjour. Tout ça là, c'est en train de disparaître. Oui. C'est en train de disparaître et on doit, tous les acteurs, il n'est pas question d'accuser les hommes politiques, mais on doit réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la quiétude dans nos milieux? Les éleveurs, les cultivateurs, c'est des citoyens tchadiens. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Et les principales activités, c'est l'agriculture, l'élevage. Oui. Donc, on ne peut pas faire disparaître les éleveurs pour laisser la place aux agriculteurs. On ne peut pas faire disparaître les agriculteurs à la place des éleveurs. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc, il faut chercher des solutions. Comment arriver à les concilier pour qu'ils continuent à cohabiter dans la paix, dans le respect mutuel? Parce que nous, au niveau des organisations de la société civile, on a eu à former plusieurs leaders communautaires. Tout à fait. Et lors de ces formations, il y en a qui ont donné des témoignages. Cette histoire de conflit éleveur-agriculteur-là a pris son origine ailleurs. Parce que les gens ont l'habitude de vivre ensemble. Ils s'organisaient, c'est des hommes, ce ne sont pas des animaux. Il y a
À Mani, nous avons formé les éleveurs et les agriculteurs, les leaders d'opinion et autres. Mais il y en a qui ont donné des témoignages. Ils ont dit, mais ce problème-là, que de deux côtés, ils ne sont pas aidés. Parce que les gens profitent de l'occasion pour les exploiter, les escroquer. Mais que eux, au niveau de Mani, eux, ils se sont organisés entre éleveurs et agriculteurs. Et eux-mêmes, ils se sont fixés la période, c'est-à-dire la limite. C'est que de tel mois à tel mois, c'est la période de culture. Bon, nous les éleveurs, on doit stationner nos bétails là, quelque part, pour aider les autres à vaquer normalement à leur activité. Et à partir de tel mois, les agriculteurs doivent déjà faire la récolte et laisser maintenant le temps aux éleveurs de faire paître les animaux. Ouais. Ils se sont entendus et ils se sont organisés ainsi. Et depuis lors, ils n'ont plus de problème. Ça, c'est les témoignages donnés par les éleveurs et les agriculteurs dans certaines régions. Ça c'est à Mani, c'est dans le Hadj Lamis. Le Hadj Lamis. Ouais. Et ils ont donné ces témoignages-là. Ils disent il faut qu'eux-mêmes, ces acteurs-là, trouvent des solutions à leurs problèmes. Au lieu que ce soit les hommes politiques qui viennent, ou bien au lieu que ce soit l'administration qui vient pour leur imposer des décisions, eux-mêmes, ils préfèrent dialoguer et trouver des solutions à leur niveau. Mais si les autres peuvent aussi se comporter comme eux et trouver des solutions à leur niveau, au lieu que ce soit le chef de brigade qui vient s'imposer, au lieu que ce soit le sous-préfet, ceci qui vient s'imposer, il faut qu'eux-mêmes ils trouvent leur solution. Mais, quant au comportement de ces jeunes qui sont armés et qui vont provoquer les autres pour soulever ces crimes organisés-là. Là, il faut également s'interroger. Pourquoi? Est-ce que c'est des étrangers dans ces milieux-là? Ils viennent d'arriver, ou bien c'est des gens qui sont sur place et que c'est des enfants maintenant qui sont en train de changer de comportement et causer des troubles dans leur milieu. Et là, il faut peut-être s'asseoir avec ces gens-là pour essayer de discuter ensemble, pour déceler les causes. Pourquoi c'est cette recrudescence de violence? Oui. Voilà. Je reviens à vous, madame, vous avez dit des choses très importantes. Vous avez situé la responsabilité des parents et vous avez parlé également de l'éducation des enfants. Voilà. Vous avez parlé également de votre organisation, l'Union des femmes pour la paix, qui a mené une activité, sur une campagne de sensibilisation de formation. Voilà, et qui a apporté de fruits. Aujourd'hui, je reviens à vous. Mais déjà, je me tourne vers M. Adam. Elle, comme je viens de le dire, elle a situé, donc, elle a mis l'accent sur la responsabilité des parents. Il faut une éducation dès le bas âge. Vous avez parlé donc de la cohabitation, cette entente qui a existé entre vous, à votre génération, entre les chrétiens et les musulmans. C'était une bonne entente. Aujourd'hui, vous indexez, sinon vous doitez également un peu, sinon vous situez la responsabilité des hommes politiques. Elle, c'est les parents. Au-delà de ça, je vous demande, vous, en tant qu'autorité traditionnelle, comme elle l'a dit, il y avait une activité qui porte de fruits aujourd'hui. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation? Est-ce que vous réunissez également les gens de votre localité, les différentes communautés, pour pouvoir échanger avec eux et cultiver le vivre ensemble, la cohabitation pacifique? Justement, avant d'aborder la question, moi, j'ai parlé tantôt des mains invisibles qui sont derrière. Vous savez, à l'époque, quand on était jeune, nous, on ne s'occupait pas de la politique. Il y avait un rideau entre la jeunesse et la politique. Ces rideaux, c'est quoi? C'est l'école, c'est le sport, c'est le théâtre, c'est la musique. Donc, à l'école, on est formé dans tous ces domaines-là. Donc, les jeunes, ils ne s'occupaient pas de la politique.
Mais aujourd'hui, dans n'importe quelle organisation politique, tu vas trouver une section qui s'occupe des jeunes du parti. Et si ces jeunes-là sont moulés, chacun, de son côté, est en train de mouler les jeunes-là à sa façon. Donc, c'est comme une bombe à retardement. On le forme, on le laisse pour défendre les idéaux du parti, défendre le chef du parti. Donc, c'est ce qui fait que j'ai dit qu'il y a une main invisible derrière. Voilà la raison. Bon, en ce qui concerne l'organisation dans le cadre de la cohabitation pacifique, il y avait eu une campagne que le sultan lui-même avait pris un groupe. Le sultan du Charibagrimi. Le sultan du Charibagrimi avait pris un groupe des cadres, des responsables coutumiers, religieux de tous les domaines. Ils ont fait une tournée dans le Charibagrimi. Ils ont été dans les fériques des villages pour essayer de sensibiliser les gens afin que les gens puissent cohabiter ensemble, s'accepter, parce que on ne peut pas être ensemble sans se heurter. Mais quand il y a heurte, il y a aussi le pardon. Donc, très vite, le problème, il est circonscrit, il est réglé et on avance. Donc, au niveau du Charibagrimi, le sultan avait fait une grande campagne de sensibilisation pour essayer d'étayer le chemin aux uns et aux autres, aux agriculteurs et aux éleveurs, que chacun a sa place et chacun doit respecter l'autre. Là où commence le droit de l'autre, tu dois t'arrêter. Donc c'est comme ça qu'il a fait une très grande campagne au niveau du Charibagrimi et jusqu'au niveau du Kouno, jusqu'au niveau presque de l'autre, avant qu'il ne rebrousse ce chemin. Donc aujourd'hui, dans le Charibagrimi, il n'y a pas assez de problèmes. En ce qui concerne la cohabitation pacifique, il n'y a pas de problème. Et toujours, le Charibagrimi a toujours accueilli tous les Tchadiens. Aujourd'hui, N'Djamena, bien que N'Djamena a un statut particulier, mais à l'époque, N'Djamena, c'était la capitale du Charibagrimi. Donc, N'Djamena a accueilli tout le monde. Donc, il y avait ce pouvoir de pouvoir contenir les étrangers. Tu vois, on a été toujours des gens humbles, des gens sociables, des gens qui acceptent les étrangers. On a toujours vécu avec eux et on a toujours supporté leurs caprices. Maintenant, le problème que Madame a posé, c'est un problème concret. Parce que l'éducation, c'est ce qu'on appelle le substrat. C'est ancré en l'homme et ça reste en l'homme, l'éducation de base. Dans les familles, quand la personne il reçoit une éducation, et c'est cette éducation qui génère en lui. Donc, je pense qu'elle a été claire, et j'approuve ce qu'elle a dit. Et chacun doit, tous les Tchadiens à leur niveau, au niveau de chaque ménage, ils doivent s'occuper résolument de l'éducation de leurs enfants pour que les Tchadiens puissent avoir une cohabitation assez pacifique, simple. Oui. Voilà. Bon, moi je voudrais... Allez-y, madame. Je voudrais revenir sur l'aspect politique. Oui. La politique, peut-être qu'on n'a pas cette culture de politique. N'importe qui se lève et crée son parti politique. Mais quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour diviser les citoyens. On crée un parti politique, c'est pour essayer de contribuer à la bonne gestion de la cité. Un chef de parti politique, ce n'est pas un chef de rebelle.
C'est pas un chef d'une communauté. D'une communauté. Parce que en créant son parti, il cherche le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pour diriger ce peuple. Et quand tu vas diriger ce peuple, tu as le devoir de protéger toute la population. Pas seulement ton ethnie. Ceux qui sont au pouvoir, là, ils ont cette obligation de protéger tous les citoyens tchadiens. Ce n'est pas parce que les jeunes appartiennent à tel parti politique qu'ils sont des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis. Ces chefs de partis politiques doivent également sensibiliser leurs membres, former les membres pour qu'ils comprennent ce qu'ils entendent par politique. La politique, c'est quoi? Ils doivent leur apprendre ça. C'est-à-dire, quand tu vis dans un milieu et que tu n'acceptes pas l'autre, tu rejettes l'autre, tu le considères comme un ennemi, il ne peut pas avoir la paix. Et tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas diriger normalement le pays. Hein? Il faut plutôt le considérer comme le langage qu'on tient maintenant, parce que moi, ça me fait mal. Quand on dit qu'il y a une main derrière, il y a les hommes politiques. Non. Il faut qu'on réfléchisse autrement. Comment amener les gens à vivre en quiétude dans leur milieu? C'est ce qu'on doit chercher en ce moment-là, nous les Tchadiens. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer également de discours. Parce qu'il ne faut pas qu'on continue. Permettez qu'elle finisse. Il ne faut pas qu'on continue avec ce discours de haine, de rejet de l'autre, de division, de ceci, cela. Non. On est appelé à vivre dans ce pays-là. Oui. Le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Je peux arriver n'importe où, m'installer, pourvu que j'ai la quiétude. Je peux vaquer à mes occupations. Parce que je me sens tchadienne. Mais ces jeunes-là, on va les chasser pour les envoyer où? Il faut chercher plutôt des solutions durables. Il faut que les Tchadiens changent de mentalité. Et pour que le Tchadien change de mentalité en ce moment, on a besoin de mutualiser même les énergies là pour arriver à cette situation. Parce que tant qu'on continue à tenir ce langage-là, il va y avoir toujours des tueries. On va considérer le Tchadien là comme un étranger. Quand vous êtes quelque part, vous vous considérez comme un étranger. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je peux aller à Mbaye-Bokoum et rester comme chez moi. Je peux aller à Faye-Rajo et rester comme chez moi, pourvu que je respecte les autochtones. Oui. Parce que le respect de l'autre là est très important. Mais quand l'autre se sent frustré, touché dans son amour, il peut avoir des réactions violentes. Il faut le respect de l'autre. Il faut le respect de la dignité humaine. La vie de l'homme là, on doit respecter. Et je sais que les Tchadiens sont à 90% des croyants. Si on est croyant, on doit avoir le respect de notre Dieu, le Créateur là, qui nous dit qu'on doit considérer l'autre là comme nous-mêmes, comme notre frère, comme notre sœur. Il peut y avoir des différends, mais qu'on s'asseye et on dialogue, on discute pour trouver des solutions. On doit trouver des solutions. J'ai donné l'exemple des éleveurs là-bas. Mais partout là, il y a des organisations qui sont en train d'accompagner les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs. De temps en temps, ils organisent les formations. Ils organisent les causeries débats. Mais quand tu assistes à ces causeries débats-là, les parents, que ce soit les paysans, que ce soit les éleveurs, les parents ne sont pas d'accord avec le comportement des jeunes d'aujourd'hui. Parce que les jeunes, je ne sais pas si c'est
la nouvelle technologie, là, Les réseaux sociaux et autres. les réseaux sociaux, les gens voient les images par-ci, par et ils veulent appliquer. Oui. Ils veulent imiter. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on change de discours. C'est ce que moi je demande. Oui. Au lieu de s'accuser, on doit s'asseoir, réfléchir pour trouver des solutions durables. Merci. Monsieur Adam, Madame la Présidente a situé les responsabilités de part et d'autre. Vous voulez réagir? Allez-y. Justement, quand vous parlez de la formation politique, aujourd'hui, quand on voit la configuration des partis politiques, De la scène politique. À votre époque, il n'y avait pas assez de partis politiques. Voilà. Hein? D'abord par parti unique et finalement. je veux des exemples très simples Voilà. pour te dire que les partis sont formés d'abord à base ethnique. Vous voyez, les présidents des partis aujourd'hui, quand ils créent, par exemple, partons d'un exemple, dans notre terroir, il y avait eu l'UN qui a été créé. L'UN est considéré comme le parti des Bagrimiens. Vous voyez? Quand vous prenez par exemple un autre parti, le RDP par exemple, il est considéré comme parti des Ghanembou. Donc, ainsi de suite. Tu vois, cette configuration-là amène les gens au communautarisme. C'est un repli identitaire. Une chose qui n'est pas normale. Et les hommes politiques, ils sont ce qu'ils sont. Ils manipulent. Et ils restent comme rien ne s'est. Donc, moi, je suis en train de parler, je suis en train de voir très loin. Parce que, aujourd'hui, on parle de dictature. Il y a certains chefs de parti, depuis qu'ils ont créé leur parti, là, on ne les a pas du tout changés. Et ils n'ont même pas mis en jeu, leur poste de président pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, moi je suis fatigué, il faudrait que quelqu'un d'autre vienne. Vous voyez? Donc, chaque homme politique est un dictateur au Tchad. Là. Et un manipulateur. Il reste à la tête de sa formation politique éternellement. Donc, vous voyez, madame, si moi je parle là, je suis en train de voir ce qui est en train de se passer. Et les enfants, c'est des innocents. C'est des innocents. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe réellement. On vient, on te dit, fais ça, tu fais. Demain, quand il y a la mort d'homme, ce sont ces enfants et les femmes qui en pâtissent. Même si moi je suis, c'est-à-dire le chef d'une formation politique, je ferai autant. Pousser les enfants à les tuer. Pousser les enfants. C'est ce qui est en train de se faire. Donc, je dis que tous les Tchadiens doivent prendre conscience, comme tu l'as tantôt dit, que tout le monde doit prendre conscience et on doit régler ce problème-là à la base. Le régler à la base, c'est quoi? C'est d'abord se réconcilier avec soi-même. Dire que tel, il est mon frère, et on est condamné de vivre ensemble. On n'a pas le choix. On est condamné. Parce que tous, Dieu nous a amenés sur cette terre. Voilà. Et la terre nous appartient tous. Voilà. Donc, on est tous responsables de tout ce qui est en train de se passer là. On est responsable. Pourquoi je dis responsable? Parce que on voit faire. On ne réagit pas. Et on ne doit pas continuer à voir faire, à regarder, à ne Maintenant, rien dire. Oui. La responsabilité, elle est collégiale. Tu ne peux pas accuser quelqu'un. Voilà, on ne peut pas accuser quelqu'un. Maintenant, il faudrait que ces blessures-là soient pensées. Oui. C'est le plus important. Voilà. Et comment maintenant, penser ces blessures-là? Comment penser ces blessures-là? Voilà. Les gens doivent se retrouver.
doivent s'asseoir. Voilà. Ils doivent échanger, Échanger. sur la question. Voilà, discuter Tu vois, et trouver des solutions. trouver des solutions, Ah, des tenants et des aboutissants. Faut-il organiser un forum axé uniquement sur les conflits intercommunautaires? Pourquoi pas? Conflit intercommunautaire, on a beau discuter. Et ce n'est pas aux autorités d'imposer les solutions ou bien les décisions. Il faut que ce soit les acteurs qui réfléchissent, qui discutent et qui trouvent des solutions à leur niveau. Mais il faut un arbitrage. Oui, Voilà. Mais il faut Il faut savoir un arbitrage. arbitrer. Voilà. Il faut savoir mais arbitrer. déjà que les deux communautés se regardent en chien de faïence. Enfin, Comment faire? Il faut qu'il y ait voilà. quelqu'un au milieu, comme il l'a dit, un arbitre, un médiateur. Il faut qu'il y ait des médiateurs. Justement. Et il doit avoir également la contribution des organisations de la société civile. Justement. Telle que votre Hein? organisation. Comme notre organisation. Il peut avoir également la contribution des autorités- hommes des médias, Des autorités traditionnelles. des Nous autorités également. traditionnelles, pour chercher ensemble les solutions. Mais quand on dit non, non, vous ne devez pas mettre pied là-bas parce que vous allez dénoncer les choses, ça, ce n'est pas une bonne solution. Qui a empêché qui? Personne n'a empêché personne. Ah, ah, Personne n'a empêché personne. ah, ah, Mais les Tchadiens doivent se mettre ensemble. ah, ah. Ils doivent tous voir dans la même direction et prendre le taureau par les cornes et régler le problème. Régler le problème. Vous voyez? Et Aujourd'hui, ça, au niveau- les autorités administratives sont en train de... Ils se sont jetés à l'eau pour pouvoir régler ce problème. Et au niveau local, vous savez, il y a des choses qui se passent. Nous, on est loin, toi tu es loin, moi je suis loin. Et ce qui est en train de se passer dans les lieux où il y avait eu ces cas-là, personne ne le sait. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Personne ne peut le savoir, sauf les gens qui sont sur place, les autorités administratives. Les autorités administratives, militaires et autres. On sait qu'il y a un cas de violence là. Voilà. Il y a eu des tueries là. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme mesure sécuritaire pour protéger les gens? Oui. Parce que si on va de vengeance en vengeance, ce pays va devenir un pays invivable. Parce qu'il y a telle communauté qui a tué telle communauté doit venir venger, et ainsi de suite. Alors, on est en train d'aller où? Ça veut dire que on n'est pas en sécurité, il faut quitter le territoire là pour aller se réfugier quelque part. Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, Les responsabilités sont partagées là. Madame la Présidente, Oui. permettez. Monsieur Adam, je prends le cas de ce qui s'est passé dans le Salamat, Oui. où il y a eu plus de 10 morts. C'est un vieux conflit qui a été déjà réglé et qui a ressurgi. Et finalement, donc à ce niveau-là, comment faire pour vraiment éteindre le feu de façon définitive? Comment comprendre qu'un conflit qui a été déjà réglé puisse ressurgir? Mais comment ce conflit a été réglé? C'est ça, c'est là où il faut voir aussi. C'est pas aux autorités administratives d'aller régler ce problème. Madame, permettez Oui. qu'elle réponde. Vous savez, je parle ici en tant que chef Traditionnel. Tout à fait, traditionnel. tout à fait. Ouais. Et vous savez, les conflits, quand on ne les règle pas à la racine, quand on règle ça activement comme ça, et qu'il y a une partie Qui est des encore parties lésée. Qui est encore lésée, frustré. Oui. tôt ou tard, Ça va Il y ressurgir. aura de le vengeance. problème, voilà, il y aura des vengeances. Donc, quand on veut régler un problème de telle envergure, on doit le régler à la racine. Comment faire? Situer d'abord les responsabilités, payer les tributs. Parce qu'à l'époque, nous, en N'Djamena ici, on ne connaissait pas ce que c'est la DIA. À l'époque, nous, on ne connaissait pas. Oui. C'est vrai, on était jeunes. Ce ne sont pas toutes les communautés qui appliquent la DIA. Vous savez, on était jeunes, mais l'argent du DIA est considéré comme l'argent du sang. Du sang. Vous savez, à l'époque, en N'Djamena, c'était ça. Personne ne prenait ça. Quand quelqu'un meurt dans un accident, dans une bagarre, donc on laisse ça comme ça, et puis ça passe. Les gens,
ils essaient de régler, et puis les gens s'excusent mutuellement, Se et puis réconcilient. ils se réconcilient, et ils restent, et la vie continue. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Quand tu causes des dégâts dans une communauté, tu dois absolument réparer. Réparer. Et ça, c'est la religion qui le dit. À l'époque, la religion n'est pas aussi développée que cela. Aujourd'hui, la religion est développée, les gens ont fait des recherches. Donc, quand on te tue un parent, on doit te réparer en fonction de la personne qui est morte. Donc, je pense que si aujourd'hui ce problème-là a surgi et qu'il y a eu encore d'autres tueries, c'est que le problème n'est pas réglé au fond. Non, non. Oui, Parce tout à fait. qu'il faut que ce soit les deux parties-là qui s'asseyent, qui essaient de diagnostiquer le mal-là et proposer des solutions eux-mêmes. Et quand c'est une solution qui est acceptée par les communautés-là, les gens vont essayer de protéger cette décision-là pour ne pas que le conflit ressurgisse. Mais quand c'est une imposition, on vient, voilà, réconciliez-vous parce que vous êtes de la même commune, de la même localité, ceci, cela. Bon, il faut maintenant... Non. Parce que les gens là, ils sont blessés dans leur amour profond. Et il faut d'abord diagnostiquer ce mal-là avec eux ensemble et trouver des solutions ensemble avec eux. Eux-mêmes là, ils doivent prendre des décisions. C'est pas aux autres. Vous êtes des médiateurs. C'est pas à vous d'imposer une décision. C'est que ça a été imposé. Maintenant, les gens, ils sont revenus dessus. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette résolution-là. Et moi, je reviens toujours sur le changement de mentalité. Il faut qu'on conjugue les efforts là pour amener les Tchadiens à changer de mentalité, à changer de comportement, surtout nos jeunes. Il ne faut pas qu'ils se considèrent comme des ennemis. Ils sont des frères. Ils sont appelés à vivre ensemble. Et ils doivent s'accepter et se respecter. Parce que quand le respect n'est pas mutuel, il y a frustration. Donc, ils doivent se respecter mutuellement pour qu'il y ait la paix. Mais si, d'un côté, les autres font un effort et que, de l'autre côté, les autres ne font pas d'effort, ils se croient tout permis, mais ils ne peuvent pas avoir la paix. Vous savez, madame, Oui, allez-y, monsieur Anne. vous avez évoqué un problème très important, Oui. celui de s'accepter. Oui. Et s'accepter, on doit se prendre en valeur absolue. S'accepter en valeur absolue, c'est accepter nos défauts, nos qualités, Voilà. accepter nos différences. Tout à Oui. fait. Moi, je suis, par exemple, aujourd'hui, je suis musulman, toi tu es chrétienne. Oui. Je dois t'accepter en tant que tel. En tant que tel. Oui. En tant que Tchadienne, En tant En que tant que Tchadien, Tchadien. voilà. Voilà. avec tes qualités et tes défauts. Oui. Et si je veux seulement accepter tes qualités et que je ne veux pas accepter Accepter tes défauts, c'est qu'on ne peut pas rester ensemble. Oui. Tu vois, le Tchad est un et indivisible. Indivisible. Voilà. Donc, nous sommes un peuple, un et indivisible. On doit s'accepter mutuellement. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'accepte pas mutuellement parce que les gens ont des appréhensions. Ces appréhensions-là, il faut les laisser. Oui, voilà. Il Mais faut ôter ça de la comment tête. les amener à laisser? Il faut ôter ça de la tête. Tout à fait. Vous voyez? Comment les amener à laisser? Maintenant, amener à laisser, Oui. c'est, comme tu l'as dit tantôt, c'est laisser les gens discuter entre eux, comme l'a proposé aussi l'autre, par exemple, un forum sur la cohabitation pacifique. Et il faudrait que ça soit organisé dans les villages, les cantons,
les chefs-lieux des régions. Il faudrait que ça soit organisé. Il J'espère faudrait que le peuple soit Il faut qu'il y conscientisé. ait Les plus hautes autorités nous suivent et ça peut être inscrit comme l'une des recommandations. des recommandations. De ce Il débat. faut que les gens dialoguent entre eux. Un forum, c'est peut-être au niveau central ici, mais au niveau des villages, des cantons, il faut que les gens soient organisés, qu'ils se retrouvent hein, autour de thèmes de causerie, débat, et eux-mêmes, là, ils voient les problèmes qu'ils vivent dans leur milieu. Et là, quand ils exposent ces problèmes, ils discutent ensemble, ils vont trouver des solutions à leur milieu. Ce n'est pas au niveau national ici. Oui. On peut prendre des résolutions, des recommandations ici, qui ne peuvent pas être appliquées là-bas. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, les organisations de la société civile. Les leaders religieux également. Voilà. Oui. Ils doivent se mettre ensemble, peut-être former un comité et réfléchir ensemble comment nous pouvons aider ces communautés-là à se réconcilier. Et là, il faut que ça soit entre eux et il faut qu'il y ait un dialogue là franc. Et les gens vont trouver des solutions. Madame, oui. vous avez circonscrit le problème seulement Au niveau des localités où il y a des problèmes. Elle a fait également une proposition. Vous voyez, que tu sais, les différents acteurs c'est se problème, ensemble. Les forats, là, on a tenu combien de fois ici? Ces problèmes-là. On a tenu des forats, plusieurs forats. Mais cette Vous voyez, fois-ci, peut-être c'est madame, axé ces problèmes-là, uniquement sur les conflits ces problèmes-là, c'est un intercommunautaires. problème même national. Oui. Je dis bien national. Aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Toi et moi, là, entre toi et moi, est-ce que réellement tu me portes au cœur ou je te porte au cœur? Entre nous ici d'abord. Vous voyez, le problème, il est profond. Il faut le régler à la base. Les Tchadiens doivent se faire violence. On doit s'accepter mutuellement. Oui. C'est ça. Chrétiens comme musulmans, nordistes comme sudistes, les gens de l'Ouest comme les gens de l'Est, les gens du centre. On doit s'accepter. On doit dire que nous sommes des Tchadiens, un point, un trait. Ces différences-là, il faut les ôter de la tête. Mais monsieur Adam et madame la présidente, je vous pose une question. Lorsque les Tchadiens se retrouvent à l'étranger, il n'y a pas cette distinction. Ils sont plus que Mais des frères et dès sœurs. lors qu'on arrive à l'aéroport, C'est fini. Pourquoi? Parce C'est que fini. Tu sais, ce problème-là, nous, à l'époque, à Fort-Lamy ici, avant la guerre de 79, on a vécu dans une symbiosité que tu ne peux pas imaginer. Oui. On est tous ensemble. Personne ne voit la différence de l'autre. Tu es d'où, tu es quoi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que tu es un Tchadien, point barre. Vous voyez, à partir de la guerre de 79, c'est cette guerre civile-là. les gens se sont repliés Ouais. et c'est fini. C'était la discorde. Et il faudrait que les gens ils oublient ça. C'est ça. Tant qu'on n'oublie pas ça, là, on ne peut pas s'accepter. Et si je vous dis que nous, au niveau de notre organisation, le réseau Union des femmes pour la paix est parti de ce constat-là. Oui. On a constaté qu'il y a vraiment des divisions Voilà. entre les Tchadiens. Oui. Comment faire pour les réconcilier? Oui. Et on a créé cette association. Et qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je suis une enseignante. Hein. Oui. J'étais directrice des études au CG2. Oui. Avant, il n'y avait pas encore la clôture de cet établissement-là. Oui. C'était le passage de tout le monde. Oui. Mais un jour, un événement. Parce que les enfants transposent les problèmes de quartier au niveau de l'école. C'est des batailles rangées entre les ethnies, là. Chaque jour, un événement. Alors,
on a décidé, au niveau de notre organisation, d'aller dans les établissements secondaires, là, de sensibiliser les élèves. On a même installé nos cellules juniors au sein de ces établissements. C'est ce qui a amené la quiétude, l'accalmie. Parce que, entre-temps, là, au lycée féminin, au lycée de la Liberté, au CG2, au lycée Félix Eboué, partout, c'est des problèmes. Bagarre entre les élèves et les enseignants, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a sensibilisé, on a causé avec ces élèves-là. Eux-mêmes, ils ont proposé des solutions. On a mis en place ces cellules-là. Eux-mêmes, ils ont sensibilisé les autres. Ils ont mis en place les gens, par classe, là, ils ont désigné les gens, les points focaux, oui, par classe. Et eux, ils surveillent les autres. Parce que les élèves venaient avec des armes à feu à l'école. Il y en a qui venaient avec des couteaux, il y en a qui venaient avec des pistolets, et ainsi de suite. Donc, eux-mêmes, ils surveillent les autres. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et qu'ils voient que l'autre là est suspect, là, ils sortent directement, ils vont informer le surveillant. Et le surveillant, il vient, il prend l'élève, on l'amène à la direction. On le désarme. Quelquefois, on l'envoie au commissariat et son parent va là-bas pour le récupérer. C'est cette lutte-là qu'on a menée. Et ça a porté des fruits. Et le gouvernement également, avait... nous, on avait commencé le travail et le gouvernement avait appliqué également ce que nous avons fait. Oui. Et maintenant, même s'il y a des conflits intercommunautaires au niveau des milieux scolaires, là, oui, ça s'atténue un peu. Vous voyez, ça s'atténue un peu. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Nous allons faire un dernier tour de table, oui, avant de libérer l'antenne pour la dernière tranche d'information. Oui. Je commence avec vous, M. Adam, votre mot de fin. D'abord, je tiens à vous... Le débat est intéressant, mais désolé. Je tiens à vous remercier infiniment de m'avoir offert cette occasion pour essayer d'exprimer un peu ce que je pense du devenir de notre pays et que le bon Dieu Tout-Puissant puisse ramener la paix dans ce pays-là et apaiser le cœur de tout un chacun de nous. Et grâce à la protection divine, que tous les Tchadiens puissent communier, puissent vivre ensemble pour l'éternité. Merci. Je vous remercie. Voilà. Madame, je me tourne vers vous. Oui, merci. Merci pour ce cadre-là d'échange. Et ça nous a permis d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Surtout la tuerie des femmes et des enfants. C'est des innocents. C'est des vulnérables. Les gens qui n'ont rien à faire avec ces conflits-là qu'on crée. Peut-être que c'est matérialisé par certains de nos jeunes qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Là. Parce que tu tues, et non, même si c'est un animal que tu tues, là, c'est des pincées de cœur, parce que tu élèves cet animal, le jour où on va l'abattre, là, tu as des pincées de cœur. Combien de fois une personne, tu vas le tuer, et pour gagner quoi? Donc, mon souhait à moi, là, qu'on ne s'accuse pas, mais qu'on se mette ensemble pour réfléchir sur comment faire pour qu'il y ait la cohésion sociale, pour qu'il y ait la paix au niveau de nos communautés. Parce qu'on a besoin de cette paix-là. Et tout citoyen tchadien, là, a droit de citer quelque part. Je me sens citoyen, je me sens chez moi. Et je dois vivre avec mes frères, tout en respectant les droits de l'autre là. Je ne viens pas en conquérant, mais je viens comme citoyen tchadien qui vient s'installer dans son milieu. C'est tout ce qu'on sait. Oui, merci. Voilà.
Merci, mesdames, messieurs. Je rappelle que nous avons parlé ce soir des conflits intercommunautaires. Nous avons parlé du contexte, nous avons parlé également des causes. Je rappelle qu'Electron TV organise toute cette semaine une série de débats consacrés donc à ce mal qui n'arrange personne, ce mal qui endeuille des familles tchadiennes, et c'est le pays qui encaisse. Voilà, nous devons donc prendre conscience et arrêter cela. Donc dans les jours à venir, demain, après-demain et jusqu'à vendredi, il y aura d'autres séries de débats également qui vont se poursuivre, qui vont également mettre l'accent beaucoup plus sur les conséquences et surtout voir comment apporter des solutions. Je vous remercie de nous avoir suivis et restez toujours en compagnie de nos programmes.